Du coup, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce mois-ci pour ce nouveau live mensuel. Alors, c'est le 9e, je crois, qu'on fait cette année. Donc, je suis très, très contente de pouvoir proposer ça mois après mois. Et puis, on a toujours des thématiques qui sont super intéressantes et puis des thématiques qui sont assez diversifiées. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas de prendre le temps, de prendre cette petite heure avec nous pour discuter aujourd'hui d'amiante. Et d'écouter Thierry, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quand même quelques mois maintenant. On a travaillé une ou deux fois ensemble, une fois, puis on a fait une correction d'un autre document. Enfin bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que Thierry est quand même un expert en la matière. Il sait de quoi il parle quand on parle en tout cas de collections problématiques au niveau de la santé. C'est quelque chose sur quoi il travaille depuis assez longtemps et il s'est formé, en tout cas sur les collections amiantées cette année, il me semble, c'était en 2025. Donc voilà. Je te laisse te présenter un peu plus en détail et puis nous donner ton parcours et puis voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous faire cette petite intervention. Je vais remercier tout de suite Sarah et Préservation 360 pour cette invitation. Alors, j'essaierai d'être à la hauteur de tous ceux qui sont déjà intervenus et de ne pas dire trop de bêtises. Pour me présenter, je suis conservateur du patrimoine, géologue de formation. Donc, moi, j'aimais bien les minéraux, les roches, les fossiles. Et j'ai géré les collections d'abord de géologie pendant une dizaine d'années, puis l'ensemble des collections du Muséum d'histoire naturelle de Lille pendant encore une dizaine d'années. Donc, je suis resté à Lille pendant 20 ans. Et depuis 2 ans et demi, j'interviens en tant que consultant dans différentes structures qui peuvent avoir des besoins, notamment en termes de gestion de collection et notamment en termes de gestion de collection dites toxiques ou problématiques. Donc, je me suis formé et je suis habilité à travailler en SS4. On y reviendra dans la présentation. Donc, pour la présentation, j'ai choisi d'être relativement généraliste au début et puis de vous présenter quelques exemples d'objets qui sont, ont ou sont contaminés par de l'amiante dans les collections pour voir un peu quelles sont les différentes choses à faire. L'idée quand même, c'est que on peut travailler avec de l'amiante. Le tout, c'est de faire attention. Voilà. Donc, je vous propose de commencer la petite communication si ça vous va. Ça démarre maintenant. Voilà. Donc, je l'ai intitulé tout simplement les fibres, c'est pas toujours bon pour la santé. Parce qu'effectivement, les fibres d'amiante dont on va parler, eh bien, elles peuvent poser quelques problèmes. Et donc, l'idée, c'est de parler de l'amiante dans les collections. Donc, j'espère que vous suivez sans problème le petit PowerPoint qui doit s'afficher. Donc, de quoi on parle? Mais en fait, l'amiante, c'est principalement deux termes qu'on retrouve dans les petites étiquettes ou dans les littératures. On trouve le terme d'amiante ou le terme d'asbeste. Donc, amiante, c'est plutôt le terme latin qui signifie imprétressible ou inaltérable. Et puis, asbeste, qui est un terme grec qui signifie inextinguible parce qu'on les utilisait dans les lampes à huile notamment, parce que ça pouvait brûler longtemps. Alors, derrière le terme, ces deux termes-là, on a une réalité qui sont en fait 6 espèces minérales qui sont réparties dans 2 familles différentes. Alors, vous les voyez. Il y a principalement 6 noms, hein, le chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite. Et puis, on a l'actinolite, qui forment les 6 catégories minérales qu'on retrouve sur le terme d'amiante. Il y en a 3 principales qu'on retrouve, qui sont le chrysotile ou amiante blanc, l'amosite amiante brun et la crocidolite amiante bleu. Ce sont les principales qui ont été exploitées. Et ces 6 catégories minérales qui sont tous des silicates qui sont riches en magnésium, en fer, en calcium ou euh, en Na sont regroupés dans 2 familles différentes, l'une pour la famille des amphiboles et une pour la famille des serpentines. Alors, la serpentine, c'est uniquement le chrysotile, qui est celui qu'on retrouve la plupart du temps dans les formes d'amiante. Alors, l'amiante, en fait, elle vient du fait que ces minéraux ont des propriétés communes
permettent de les regrouper sous cette catégorie. Et parmi ces propriétés communes, eh bien, on constate que ces minéraux sont résistants à la chaleur, ont une résistance mécanique, sont résistants aux attaques chimiques, présentent une faible conductivité électrique. De par leur nature fibreuse, ils sont flexibles, élastiques, et quand on peut les exploiter, ils ont un faible coût. Bref, un matériau qui est absolument extraordinaire. On peut tout faire avec, ou presque. Donc, on a décidé de tout faire avec. Et depuis leur découverte, on va dire, et l'emploi, on les a utilisés de manière industrielle à partir de 1870, avec un gros pic d'exploitation dans les années 1970. Ce qui fait que, comme ce matériau était facile à produire et beaucoup moins cher que la laine de verre ou la laine de roche, qui sont les matériaux synthétiques, on les a utilisés un peu partout. Et on peut les retrouver dans environ 3000 matériaux et produits qui contiennent de l'amiante. Liste non exhaustive, ce qui veut dire qu'on peut le retrouver dans les bâtiments, dans l'industrie ferroviaire, dans les routes, dans les ponts, dans les avions, dans les machines industrielles. Et de par la vie de ces différents objets, on peut les retrouver dans les collections, notamment les collections des musées de France. Et surtout dans les collections d'histoire naturelle, puisque les échantillons d'amiante brut, comme celui que vous pouvez voir à l'écran ici, on les retrouve dans pratiquement toutes les collections d'histoire naturelle qui contiennent de la géologie. Ouais, ah ouais, bah parfait, j'allais le dire aussi, merci Arnaud, que je ne voyais pas non plus. Parfait. Je ne voyais pas ta présentation, donc, mais par contre, moi, elle est réapparue. Je ne sais pas les autres s'ils la voient. Voilà, souci technique, c'était obligé. C'est mieux? Pour moi, c'est bon. Arnaud aussi. Vincent, je ne sais pas. C'est bon. Ouais. Pierre-Merle, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ok, bon, on a tous récupéré. C'est tout bon, je me tais. Voilà. J'essaierai voilà. Je suis un peu maudit avec les ordinateurs, donc j'espère qu'ils vont nous laisser tranquilles à partir de maintenant. Donc, derrière le terme amiante, je parlais de leur nature fibreuse. En fait, le vrai danger et les vrais risques, c'est l'émission de fibres ou de la remise en suspension, que ce soit par usure, par dégradation, par entretien ou par travaux dans les locaux qui ont des matériaux contenant de l'amiante. Et ces fibres, comme vous pouvez le voir à l'écran, elles sont d'une très petite taille, hein. Ce sont des fibres qui vont se déliter et se désolidariser en gardant leur nature de fibre, et elles ont une taille qui est inférieure au dixième de millimètre. Donc, ce que vous pouvez voir au milieu de l'écran, c'est une fibre de chrysotile par rapport à la taille d'un cheveu. Donc, on est sur quelque chose qui fait le centième ou le 200e d'un cheveu. Donc, ce sont des fibres très petites, très fines, que malheureusement, lorsque l'organisme les inhale ou les ingère, l'organisme humain ne sait pas s'en débarrasser complètement. Ce qui fait que, en restant là, le corps étranger va provoquer différentes réactions et va provoquer différentes maladies, qu'elles soient, on va dire, relativement bénignes, comme des fibroses, des pleurésies ou des plaques pleurales qui se forment sur la membrane entre le poumon et la cage thoracique, mais ça peut aller jusqu'à l'apparition de cancer. Le cancer de la plèvre étant vraiment le cancer typique lié à l'amiante. Et puis, on va aussi voir apparaître des cancers bronchopulmonaires, des cancers du larynx, des cancers des ovaires, des cancers de l'appareil digestif. Bref, de toute la moitié du corps. Et alors, ces cancers ou ces maladies se développent soit parce que directement liés à l'amiante, soit parce que l'amiante est un facteur aggravant. Alors, le gros problème et le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de seuil déclencheur au-delà duquel les maladies vont se déclencher, donc vont apparaître. C'est lié à la réaction personnelle, donc c'est lié à la sensibilité individuelle. Et donc, vous pouvez très bien être exposé fortement et ne jamais développer de problème, comme avoir une toute petite exposition et cette petite exposition va provoquer quelques soucis physiques. Et donc, n'ayant pas de seuil, il a fallu prendre un certain nombre de mesures que je vais détailler un petit peu après. Donc, j'ai décidé de rester un peu généraliste. J'espère que ça continue, que le PowerPoint s'affiche. Alors, quelques petites dates. En fait, on s'est rendu compte que les maladies professionnelles, l'exposition liée à l'amiante, eh bien, on s'en est rendu compte dès le début du XXe siècle.
Il va falloir un petit peu de temps avant qu'on l'inscrive comme maladie professionnelle dans le code de la sécurité sociale, hein, parce que c'est vers les années 49-50. Et puis en 1975, c'est une première date. L'amiante va être classé CMR, donc cancérigène, mutagène et reprotoxique, ou toxique pour la reproduction. Et puis, il va falloir entendre encore une vingtaine d'années qu'à partir du 1er janvier 97, l'amiante soit interdite dans sa fabrication, sa transformation, son importation, sa mise sur le marché, à quelque titre que ce soit en France. Il faudra même attendre en 2005 pour que cette interdiction soit étendue à l'Union européenne. Et ces deux interdictions vont donner lieu à des réglementations. Alors, elles sont relativement importantes. Et surtout, à partir de 2012, on définit le Code du travail et on définira les sous-sections 3 et sous-sections 4. On va détailler un peu par après, qui permettent et qui donnent l'habilitation pour travailler en milieu amianté. En 2016, il y a une loi qui rend obligatoire les repérages amiante avant travaux. Ça, on va y revenir après. Et puis en 2019, les décrets d'application liés à ces repérages avant travaux. Et puis en plus, vont accompagner ces dispositifs législatifs des réglementations pour les mesures de protection collective et les équipements de protection individuelle pour les personnes qui vont travailler en milieu amianté. Alors, ces réglementations, elles sont très importantes. D'abord, l'amiante tombe sous la réglementation du Code de santé publique. Alors là, je parle vraiment de réglementation française, hein. Je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe dans les autres pays européens, mais si on se concentre uniquement sur la France, eh bien, le Code de santé publique s'applique aux personnes qui sont exposées de manière domestique ou aux expositions passives dans les bâtiments. Autrement dit, quand vous êtes à votre bureau ou quand vous vous baladez dans un lieu, vous êtes en exposition passive. Donc, le Code de santé publique s'applique à ce moment-là. Et donc, à partir de la législation oblige que tous les bâtiments ayant eu un permis de construire avant le 1er juillet 1997 doivent être couverts par un dossier technique amiante, dit DTA. On adore faire les acronymes. Ce DTA, en fait, recense et classifie les matériaux amiantés ou amiantifères qui sont censés se trouver dans le bâtiment et qui en donnent l'état. Alors, ce diagnostic technique amiante, il est obligatoire et il doit être mis à disposition et consultable. Et le propriétaire a l'obligation de limiter l'exposition des personnes en dessous d'un seuil qui a été fixé à 5 fibres par litre d'air par 24 heures. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Le Code de santé publique interdit à toute personne de fréquenter un lieu dont le seuil dépasse 5 fibres d'amiante par litre d'air par 24 heures. Autrement dit, si vous faites une détection et qu'on est à 6 fibres, eh bien, c'est tout le monde dehors. Le bâtiment ne peut plus être ouvert en public. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'amiante tombe également sous la réglementation du Code de santé publique et du Code de travail. Le Code de travail s'explique aux expositions lorsqu'on travaille dans un bâtiment qui contient des matériaux ou qui a des matériaux avec de l'amiante. Le donneur d'ordre a l'obligation de pratiquer des diagnostics avant travaux et de faire ce que j'ai appelé tout à l'heure les RAT, les repérages amiante avant travaux. Et donc là, vont se présenter plusieurs cas possibles. Si quelqu'un est amené à faire des travaux en présence d'amiante, il y a 3 cas. Le premier, c'est un cas de ce qu'on appelle un désamiantage. Vous allez enlever le matériau complet et travailler sur la structure même du bâtiment. Et donc, on va appeler ça la sous-section 3. Ce sont les travaux de désamiantage. Le deuxième cas, c'est que vous allez faire des travaux ponctuels avec une émission potentielle de poussière ou de fibres à proximité d'un matériau qui peut contenir de l'amiante, ce qu'on appelle le MPCA. Et dans ce cas-là, ce sont des travaux de type sous-section 4, des travaux ponctuels. Et puis le troisième cas, c'est vous ne faites pas de travaux qui vont émettre de la poussière, vous êtes juste présent dans le bâtiment, vous n'êtes pas concerné par ces petites choses. Si vous faites une intervention dans un bâtiment ou dans une structure où il y a de l'émission de fibres d'amiante, le Code du travail
limite l'exposition des travailleurs à 10 fibres par litre d'air par 8 heures. Donc, toutes les mesures qui vont être faites pour limiter cette exposition à un maximum d'une durée de journée de travail qui est de 8 heures. Donc, les deux chiffres, c'est 5 fibres par litre d'air par 24 heures pour l'exposition au public et 10 fibres par litre d'air par 8 heures pour ceux qui vont travailler dedans. Voilà, c'est un petit peu rébarbatif, mais je vous donne un petit exemple, pour vous montrer ce que ça peut donner. On peut travailler avec de l'amiante. Le tout, c'est qu'il y a quelques petites choses à respecter. Alors, je vous ai fait un petit cas qui est un hangar qui abrite des collections d'archéologie qui sont dans des caisses, comme vous en voyez, il y en a à peu près 6 000. Hein. Et la structure, dans le cadre d'un transfert, a fait une étude préalable pour voir un peu s'il y avait effectivement de l'amiante. Donc, on a fait des prélèvements qui ont révélé que était présent du chrysotile et que cette exposition par 24 heures était à 4,39 litres, 39 fibres par litre. Donc, c'est en dessous du seuil. Sauf que ces prélèvements ont été faits en dehors de toute personne humaine. Et donc, le fait que éventuellement des gens puissent travailler dans le bâtiment va remettre des fibres en l'air et donc peut potentiellement passer au-dessus du seuil. Et donc, la structure a décidé de faire un truc très simple. Le bâtiment a été fermé et plus personne ne va dans ce bâtiment. Et la troisième chose que la structure a faite, c'est qu'elle a essayé de cartographier l'endroit où était la source. Et donc, par petites enquêtes, il s'est avéré que, eh bien, en fait, c'était la toiture, parce que c'était des plaques de fibrociment qui étaient usées ou qui étaient partiellement dans l'état se dégrader et qui faisaient de l'émission de fibres. Voilà. Ce sont ces deux étapes-là les plus importantes à partir du moment où vous avez une suspicion d'existence d'amiante dans l'endroit où vous intervenez. Ce sont des mesures et c'est l'identification. Savoir de quoi on parle et de quelle quantité. Alors, l'amiante en collection, il y a plusieurs cas principaux tels que je vais essayer d'articuler ça de manière relativement simple. Je vous ai présenté quelques exemples pour voir un peu quel type de stratégie on peut mettre en place à partir de ces cas-là. Les premiers cas d'objets d'items en collection qui peuvent avoir de l'amiante, le premier cas, c'est une contamination par l'extérieur. C'est celui que je viens de vous présenter. En fait, c'est un matériau extérieur qui va émettre des fibres qui vont tomber et contaminer les objets. Le deuxième cas, c'est un item qui est complètement en amiante. En gros, c'est un échantillon de brut, un échantillon de roche, ou qui est construit à base d'amiante, comme différents linceuls, comme différents textiles. Par exemple, on en faisait des textiles intervenants des pompiers ou du personnel d'intervention contre le feu étaient fabriqués en amiante. On trouve des pipes en amiante, on trouve des objets ayant été faits plus ou moins partiellement en amiante. Donc, cela rentre dans cette catégorie d'items qui sont complètement en amiante. Et puis, la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont quelques éléments qui le constituent et sur lesquels, dans ce cas-là, il y a juste une petite portion ou une petite partie de l'objet qui est en amiante. Donc, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran tout en bas. Hein. Par exemple, là, c'est une machine à vapeur, dont le conduit extérieur en forme arrondie là est isolé par un conduit complet en amiante, en fibre d'amiante. Alors, premier cas d'une contamination, c'est celui que je vous ai expliqué. En fait, l'idée, c'est que si vous avez une contamination, il faut élaborer un protocole de décontamination. Et donc, vous allez faire intervenir des spécialistes qui vont définir une stratégie. Il faut d'abord définir la quantité de fibres émises dans l'air, parce que c'est celle qui va définir les protections individuelles et les protections collectives qui seront mises en place. L'idée est aussi d'identifier les matériaux et les types d'items qui sont contaminés, parce que ce ne sera pas la même chose pour un matériau poreux ou un matériau non poreux. L'idée, c'est que à la sortie, en fait, quand il y aura une intervention, un simple, entre guillemets, nettoyage ou une aspiration en très haute efficacité pourra enlever les fibres d'un matériau non poreux, mais un matériau poreux qui sera susceptible de capter ces fibres pourra ne pas être totalement dépollué. Et donc, dans ce cas-là, il faudra avoir
une politique importante et très directe, qui sera de vérifier si à l'issue du traitement, l'objet est encore émissif ou ne l'est pas. Et puis, l'idée, c'est de définir la stratégie du traitement en fonction des volumes, en fonction de la quantité et en fonction de l'objet que vous allez traiter. Alors, dans le cas présent, pour le cas de biens archéologiques mobiliers, en grande quantité, l'idée sera de faire des tests qui permettront de savoir si tel ou tel matériau, en faisant un petit prélèvement et en faisant des interventions ponctuelles, l'idée sera de vérifier si à la sortie d'une intervention ponctuelle, à l'issue du protocole, le matériau est encore émissif. S'il est encore, ça veut dire que ce type de matériau ne pourra pas être garanti non émissif. Donc, il faudra a priori se résoudre à ce que ce type d'objet ou ce type de matériau soit à l'issue des campagnes d'investigation traitées comme des déchets. Alors, pour le cas qui nous occupait, sur un traitement de si grande ampleur de 6000 caisses, eh bien, la structure a choisi de faire des relevés initiaux en 2023. Donc, c'est là où on a découvert l'amiante et le type d'amiante. Une étude préalable a eu lieu en mai 2025 pour cartographier, relever la quantité, vérifier les informations et accéder au site qui a été fermé pendant 2 ans. L'idée a été non seulement de cartographier et de faire des relevés de données sur l'ensemble des biens qui étaient contaminés, mais sur tout le reste, puisque tout ce qui ne sera pas bien archéologique sera considéré comme un déchet lors des opérations, puisque c'est l'ensemble du bâtiment qui est contaminé. Et puis la structure a décidé de passer une série de marchés publics à partir de 2025. Le premier pour une AMO, donc une aide à maîtrise d'ouvrage, pour aider la structure et le personnel participant à pratiquer les opérations et définir la stratégie définitive. Et puis, il y aura 2 marchés successifs qui seront passés, un pour le traitement et l'autre pour le transfert des objets vers le lieu définitif. Et ces opérations devraient avoir lieu dans le second semestre 2026. Alors, un autre exemple pour des objets contaminés qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, que je vous invite à suivre parce que l'exemple est assez bien traité et l'opération a été du début jusqu'à la fin. Donc, elle a été depuis la découverte de l'amiante jusqu'au traitement des items, qui sont en fait des objets en collection au musée Henri Boès de Maubeuge et qui a été présenté lors de la journée professionnelle de l'après-vue au C2RMF en novembre 2025. Vous la retrouverez en ligne. Et en fait, vous retrouvez d'ailleurs des éléments d'une intervention que j'ai aussi donnée, qui était plus centrée sur l'exemple que je vous ai présenté juste avant, et qui reprennent une partie des éléments qu'on a vus et qu'on verra aujourd'hui. Donc ça, c'est pour des objets qui ont été contaminés par de l'amiante ambiante. L'idée est vraiment d'arriver à faire une cartographie de l'ensemble pour voir quels sont les items qui ont été contaminés et de faire une chaîne de traitement qui permettent à l'issue de ce traitement d'arriver à des objets qui ne soient plus émissifs et qu'on va considérer comme décontaminés. Ces objets-là seront toujours documentés dans leur histoire. Et donc, il y aura toujours systématiquement des relevés d'informations et la mention de l'existence présente ou passée d'amiante en contact. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de faire ce qu'on appelle une chambre blanche de traitement où on va isoler complètement les objets. La chambre blanche, je vous enverrai un exemple dans la présentation de l'exemple de Maubeuge. Mais voilà, on peut faire toute une série de traitements qui seront adaptés en fonction de la quantité de fibres qui seront émises dans l'air. Ça, ce sera, voilà, c'est les choses qui vont nous permettre d'adapter un potentiel traitement. Alors, pour le cas d'objets qui sont partiellement composés en amiante, eh bien là, le problème, c'est l'identification de la zone et de circonscrire la zone d'intervention. Alors, je vais vous présenter quelques petits exemples. J'espère que l'affichage est à peu près adéquat et que vous verrez un peu de quoi je veux parler. Donc, le premier exemple est une machine à vapeur ou une maquette de machine à vapeur dans laquelle un certain nombre de joints ont été faits en amiante. Alors, celui que vous voyez, c'est le petit cercle, peut-être un joint qui servait tout simplement entre 2 pièces mécaniques et qui, pour éviter la friction ou la variation de température importante, a été placé là. Et c'est un joint qui s'est révélé être en amiante.
Donc pour ce cas-là, eh bien, c'est relativement simple. La zone est accessible. Donc on peut faire une opération relativement aisée soit de dépose de l'objet et de conservation du joint initial, soit de remplacement, soit d'encapsulage. Donc ça, c'est à déterminer en fonction de plusieurs critères. Le premier, c'est est-ce que l'objet est émissif ou non? Et donc ça, ce sont des relevés qui vont pouvoir le faire. Le deuxième, c'est la vérification du type de fibre. Et donc, ce sont des prélèvements qui permettront de vérifier ça. Et le troisième, c'est ce que veut faire la structure avec ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut le présenter au public? Est-ce qu'elle veut le laisser en collection? Est-ce que ce sera systématiquement mis en réserve? Ou est-ce qu'on fait une opération de dépose complète avec traitement de l'ancien joint comme un déchet? Et à ce moment-là, ce sera une filière d'élimination spécifique. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, là, on est sous une voiture. Donc, c'est en fait le circuit de distribution de la chaleur et des gaz d'échappement. Et donc, ce que vous voyez, en fait, ce sont des tuyaux qui vont se diviser et amener une partie de l'énergie du moteur vers les roues, et dont les tubes ont été finalement enroulés et entourés d'un calorifuse qui est fait à base d'amiante. Donc, là, on est sur un objet qui est difficilement accessible, qui, avec l'usure du temps, émettra des poussières et qui, malheureusement, de par sa structure, ne va pas s'enlever de manière simple. Donc là, le protocole qui sera mis en place par les intervenants, eh bien, va devoir tenir compte de la difficulté d'accessibilité de la chose, et il est probable qu'on essaie soit d'une dépose globale du système, ce qui est peu probable à mon avis, mais plutôt on sera vers une solution où on va encapsuler, on va rendre les fibres prisonnières. Donc en fait, on va euh, inoculer un produit, une sorte de résine qui va piéger l'amiante et les fibres dans leur structure actuelle, et on va venir entourer ces différents types de joints et différents types de calorifuges de manière à rendre prisonnière l'amiante et éviter son émission. Là aussi, il faudra tenir compte du fait que c'est un objet musée de France, pour le cas qui nous occupe, et donc il faudra que cette intervention soit visible, soit réversible, ou les deux. Là, le protocole sera aussi à améliorer et aménager en fonction des objectifs de l'ensemble. Et puis le dernier cas, c'est le cas d'objets complètement en amiante, donc des échantillons d'amiante qui, eux, sont plus ou moins cohérents, plus ou moins compacts, et qui peuvent être amenés à libérer directement les fibres dans l'environnement immédiat en fonction de leur histoire. Et là, l'idée, c'est d'adopter un comportement relativement simple. Il va falloir rendre et garantir la cohérence de l'objet et traiter tout ce qui sera autour comme faisant partie de l'objet ou comme étant un déchet. Donc c'est ça la vraie problématique qui est liée à l'amiante, c'est la contamination de ce qu'il y a autour. Il faut non seulement gérer l'objet, mais il faut gérer tout ce qu'il y a autour et tout ce que l'intervenant va produire, ou toute l'intervention va produire. En clair, là, sur la photo que vous voyez, qui est un échantillon d'amiante brun, l'étiquette qui se trouve au fond de la boîte va être considérée comme contaminée, et donc va être considérée comme un déchet si on décide de s'en séparer, ou il va falloir le traiter comme un objet amianté si on considère qu'on va le garder en collection. Donc la première chose à faire, c'est un ensachage et un maintien en cohérence de l'objet. Puis comme ce premier ensachage, suivant ce qui sera utilisé comme matériau, eh bien, va soit générer un déchet. Donc, par exemple, si vous prenez un mini-grip, le plastique ayant une durée de vie de 10 à 15 ans suivant les conditions et étant relativement poreux, voire cassant, ce mini-grip, dans 15 ans, il faudra le changer, ou il faudra le mettre dans un deuxième contenant, ou le traiter comme un déchet en l'éliminant. Et donc, l'idée est de mettre un deuxième emballage qui, lui, sera aussi pérenne et le plus pérenne possible et le moins poreux possible. À l'heure actuelle, ce qui sert le plus ou le mieux, c'est le verre.
Et donc, l'idée est de faire un contenant qui va garantir à la fois l'intégrité de l'objet, contenir les informations initiales et qui va garder l'ensemble à l'abri du reste et donc de faire un contenant en verre qui, lui, sera fermé hermétiquement. Ça, c'est la première solution. La deuxième, ça peut être de placer l'objet dans une résine de manière intégrale, de façon à ce que eh bien, l'amiante soit piégée définitivement et avec une couche de résine suffisante pour éviter que l'objet ne se brise lors d'une manipulation. Alors, je vais conclure avant de laisser libre cours à d'éventuelles questions. On peut travailler avec de l'amiante. Les objectifs étant effectivement la gestion des items, c'est aussi parce que ça fonctionne comme ça, de produire des référentiels qui permettent aux intervenants en SS3 ou en SS4 de savoir quel comportement adopter face à tel ou tel type de matériaux ou à tel ou tel type de catégorie d'objets. Mais l'objectif final, il est de conserver des biens patrimoniaux et scientifiques qui peuvent être contaminés, mais dont la vie, entre guillemets, ne s'arrête pas à cette contamination. En fait, c'est possible. Ça veut dire, par contre, que, il faut travailler avec un environnement sécurisé. Il faut travailler sur des collections que l'on va considérer comme toxiques, avec des filières d'élimination spécifiques de déchets, et que tout ça repose sur une volonté initiale qui est de se protéger non seulement soi, mais aussi les autres. Là, en fait, on va se protéger de l'objet en tant que tel, et on va protéger l'objet en même temps. Et puis l'idée, c'est surtout que, et c'est ce que je vais me permettre de rappeler, l'idée, c'est de se conformer au code du travail et au code de santé publique, qui sont l'obligation de fournir un DTA, de limiter l'exposition passive à 5 fibres par litre d'air par 24 heures, et puis de faire des repérages avant travaux pour les opérations, et de limiter l'exposition à 10 fibres par litre d'air par 8 heures, ceux qui travaillent dans un environnement amianté. Ça, ce sont des obligations légales. Et donc, le minimum, c'est de s'y conformer. Or, malheureusement, toutes les structures ne le font pas. Et pas encore. Et pour cela, pour s'y conformer, il y a un certain nombre d'outils auxquels vous pouvez faire appel. Le premier étant le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire pour toutes les entités qui ont au moins un salarié. C'est le document qui recense tous les risques auxquels le travailleur va être soumis. Donc, il fait la liste. Alors, il n'y a pas que l'amiante, hein. Vous avez aussi les risques toxiques, vous avez aussi les risques électriques, vous avez aussi les risques explosifs. Quand ils sont présents, qu'il les référence, qui indiquent les comportements à adopter et qui indiquent les solutions apportées par l'entreprise. Vous avez aussi les mesures de protection collective, les mesures et les équipements de protection individuelle. Et puis, vous pouvez faire appel dans vos structures ou dans les structures qui vous emploient, ou si elles sont d'une taille suffisante, à des préventeurs. Ces préventeurs sont censés être formés ou se former à la gestion des risques et pourront vous être utiles. Je vous engage aussi, dans le cas où c'est possible, si vous êtes soumis à un risque amiante, à faire figurer ce risque ou les équipements de protection individuelle qui vous sont nécessaires dans vos profils de poste ou dans vos fiches de travail ou vos lettres de mission. Et puis, vous avez la possibilité de faire appel à des formateurs ou à vous informer. Alors, cette petite intervention, cette modeste intervention fait partie d'une petite intervention, mais des cycles de formation en SS4 ou en SS3 existent. Vous pouvez avoir différents degrés de formation en SS4 qui sont le simple intervenant, donc il y a trois types, hein. L'intervenant, celui qui va organiser les choses, et puis le troisième degré, c'est celui qui est capable de faire les deux choses en même temps. Et donc, vous verrez ces trois niveaux de formation existant dans chez différents organismes de formation. Et après, si vous n'avez pas la possibilité de vous former ou si vous ne pouvez pas intervenir de manière rapide, vous pouvez faire appel à des professionnels habilités ou certifiés SS4 ou SS3. Ces entreprises-là ont l'habitude de fonctionner et de travailler dans des milieux amiantés. Donc d'abord, elles commenceront par faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de vous faire très peur
de vous dire que il faut que vous deveniez paranoïaque et que vous faisiez très attention à l'endroit où vous mettez les pieds, mais le, cette démarche initiale est de vous faire prendre conscience que vous êtes exposé à un risque. Et la deuxième démarche qu'ils vont avoir, c'est de proposer une démarche, un protocole qui sera communiqué à l'inspection du travail, à la CARSAT et à différents organismes, qui sera validé, qui vous montreront comment on intervient ou comment lui peut intervenir dans ce milieu ou dans des zones dans lesquelles l'amiante peut se retrouver. Puis en dernière petite tips, je vous engage à parcourir le site de l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, qui donne les normes des différents EPI et des comportements adoptés en fonction des différents risques. Donc l'amiante en fait partie, de même que vous trouverez les risques liés au plomb, liés aux risques différents types de métaux lourds et à d'autres risques chimiques. Et puis vous pouvez aussi consulter alors je fais pas de la pub, hein, mais ça a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps, c'est un travail étudiant qui est assez bien fait sur le site du C2RMF dans lequel la fiche amiante vous donne un certain nombre de règles et un certain nombre de comportements et fait un certain nombre de références qui sont assez utiles. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces petites choses pour avoir des renseignements supplémentaires. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas abruti et je vous remercie pour toute votre attention et je suis ouvert à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Merci Thierry pour ton intervention. C'était bien complet. On a déjà des petites questions que je vais te lire. Alors, il y a Vincent qui demande, tu parlais un peu plus tôt, tu sais, quand on était sur le châssis de voiture, tu parlais d'opération réversible et qui demande donc opération réversible, remettre de l'amiante, en interrogation. Je pense pas que ce soit Non, ça. c'est-à-dire que si on utilise une résine ou si on utilise, alors pourquoi pas, je me suis attesté le fameux paraloïde que tous les restaurateurs utilisent, ça veut dire que c'est le même principe. Il faudrait pouvoir éventuellement l'enlever pour remettre autre chose si une solution meilleure était trouvée. Donc, quand je parle de réversibilité, c'est pas forcément de remettre un objet en amiante, mais de mettre un facsimilé qui y ressemble. Pour une dépose complète, on peut enlever une partie de l'objet, le traiter en chambre blanche et puis le remettre plus tard. Si la structure décide, et ça c'est un vrai choix, hein, on est aux frontières entre le code du travail et le code du patrimoine qui dit qu'il ne faut pas toucher à l'objet. Sauf qu'en fait, quand l'objet est dangereux en tant que tel, eh bien, quelque part, on peut aussi décider de s'en séparer ou d'en détruire tout ou partie. C'est un vrai souci, mais la démarche de passer en commission Musée de France pour une commission de radiation de l'objet peut être faite, ou on peut décider de ne pas conserver l'objet dans son intégralité et dans son intégrité initiale. C'est un vrai choix et c'est pas tranché, dans le sens où la démarche de chaque structure sera différente en fonction de ses différents objectifs. C'est du cas par cas. L'amiante est un vrai problème de ce côté-là. Il n'y a pas que lui, hein, mais voilà, c'est un vrai souci. Moi, j'ai une question juste parce que ça va assez directement avec celle-ci, donc je me permets de la poser entre deux. Ces interventions-là pour encapsuler de l'amiante, c'est un restaurateur qui le fait ou c'est un conservateur? Je veux dire, toi, tu pourrais le faire ou tu fais appel à un conservateur-restaurateur? Et en fait, c'est toujours la même limite. C'est comme le dépoussiérage. Vous pouvez faire intervenir un régisseur sur le dépoussiérage ou le faire en interne. Là, on est dans la même chose, on est dans la même problématique, sauf que vous devez pratiquement absolument rajouter une SS4, donc une habilitation à travailler en milieu amianté pour la personne qui va intervenir sur l'objet. Parce qu'en fait, cette formation-là permet de savoir quel comportement adopter en fonction de la quantité de poussière qui sera, ou de fibres plutôt, qui sera émise ou qui sera dans l'air au moment où elle intervient. Donc, vous pouvez faire travailler ou faire appel à un restaurateur habilité SS4 qui va savoir quoi faire, ou à faire appel à quelqu'un qui n'est pas forcément restaurateur, mais qui sera habilité SS4. Le Ok. tout est de savoir quel type d'intervention vous faites. Là aussi, euh,
suivant l'objectif final du traitement de l'objet, parce que c'est toujours ça, hein, le nerf de la guerre, c'est quel est le risque lié à l'objet, quelle est son émissivité. Si en gros elle est quasiment nulle, mais qu'il y a de l'amiante dedans, mais qu'elle se dégrade pas, bah, un simple capot suffit à éviter les mouvements d'air et donc la dégradation. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une intervention dessus. Mhm. Mais si l'objet se dégrade, que vous constatez que manifestement il y a une émissivité et que ça a été par étude ou par analyse, ça a été vérifié, à ce moment-là, il va falloir faire une intervention sur l'objet. Et donc, il y a plusieurs choix. C'est soit on fait un encapsulage et on rend prisonnière la zone amiantée, soit on enlève la zone amiantée et on la traite à part. Et dans ce cas-là, on peut soit la garder ou soit la considérer comme un déchet. Et là, on pourra y revenir, mais l'élimination des déchets, c'est une filière spécifique qui dépend de l'amiante. Et à ce moment-là, c'est forcément ou quasiment forcément l'intervention d'un restaurateur ou c'est supervisé par un restaurateur. Le cas de Maubeuge que vous pourrez vérifier, l'intervention a été supervisée par un restaurateur habilité SS4 et le chantier a été conduit par un personnel d'une entreprise habilitée SS4. Mais là, on est sur plusieurs dizaines d'objets, donc pas seulement sur un petit caillou ou un petit moteur électrique dont un des câblages est fait en amiante, quoi. Très bien. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si, ça répond à ma question. Parce qu'on voit vraiment qu'on marche sur un peu deux plates-bandes et puis que Oui, c'est toujours. Bon, je fais un peu l'avocat du diable en posant la question oui. aussi, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Après, si on va dans la logique et qu'on enlève le caractère amianté, quand vous faites des chantiers de collection, suivant leur ampleur, Mm. on fait intervenir non seulement des restaurateurs, mais aussi des régisseurs et aussi des gens qui sont spécialisés dans les chantiers de collection. Donc, vous pouvez très bien avoir un chapeautage par quelqu'un qui est SS4 et puis le reste par du personnel qui lui aussi sera habilité SS4. Il n'y a pas de, il y a, de toute façon, il faut respecter le schéma habituel de l'intervention. C'est-à-dire que normalement, si vous faites une intervention sur un objet, une intervention dite de restauration, vous passez par la commission de restauration qui, elle, Mm. de toute façon, va aussi statuer en fonction de l'objet. Et donc, elle va vous valider ou invalider le protocole qui sera mis en place et les Mm. personnes qui vont intervenir. Ouais. Très bien. Tchac, tchac, tchac. Alors, Océane, je ne remets pas tes questions parce que je vois qu'il y a Arnaud qui a répondu assez bien. Bon, je les remets quand même. Comme ça, on aura aussi l'avis de Thierry. Donc, Océane qui demandait, existe-t-il des relevés d'amiante que l'on peut utiliser lors du récollement d'objets? Et puis, donc, Arnaud citait Scolamiante, qui est une application qui permet à tout utilisateur de réaliser une évaluation a priori des expositions à l'amiante lorsqu'il est face, à une situation de travail mettant en jeu Voilà. des matériaux amiantés. Je ne sais pas si toi, tu En connais. fait, oui, en fait, il y a plusieurs bases de données. Scolamiante en est une. Il y a plusieurs bases de données qu'utilisent les entreprises de BTP pour l'intervention en milieu amianté. Et en fait, ce sont des relevés d'expérience qui peuvent permettre de bâtir et qui donnent les protocoles qui ont été utilisés et les résultats obtenus. Et donc, à partir de telle configuration qui prend en compte le matériau, l'endroit où on est, les relevés éventuels qui ont été faits, on Ouais. peut avoir une petite idée de l'émissivité d'un certain nombre de matériaux et de savoir du coup de quelle catégorie d'intervention en SS3 ou SS4 il va falloir mettre en place. Donc, ça définit les protocoles. Le problème, c'est que dans les bases de données type Scolamiante, les matériaux habituels des collections que vous allez rencontrer ne figurent pas ou très peu. Et c'est pour ça que je parlais à la fin de l'intervention de définir des protocoles types et donc des référentiels en termes de matériaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va intervenir sur un objet en amiante ou contenant de l'amiante ou contaminé par de l'amiante, les relevés qui vont être faits sur cette intervention-là peuvent intéresser tous les autres et être partagés. Donc, Scolamiante en est une.
Je vais regarder, je pense il y en a plusieurs autres que je vais pouvoir retrouver. Euh, Faire une petite recherche, mais je vais trouver ça. Si jamais Quoi tu peux me d'autre? les envoyer par mail Ouais. et puis je les transmettrai après. Ouais, alors, je vais regarder Mm. ça. Après, ce sont des bases de données que vous allez pouvoir trouver lors des formations qui sont données par les différents organismes. Alors, voilà, ouais, c'est ça. L'important, c'est que quand vous allez faire appel à des laboratoires, il ne faut pas, pour des relevés ou différentes mesures, il faudra qu'ils soient habilités et certifiés par ce qu'on appelle le label COFRAC. Donc, c'est en gros le label qui indique la certification pour l'amiante des différents opérateurs qui vont pouvoir le faire. Donc, il y a effectivement Scolamiante, et puis il y a une base Carto qui permet d'aller un peu plus loin. Je la trouverai, je te les donnerai pour qu'on puisse les mettre en ligne. Ouais, je les mettrai dans les ressources. Et il y a notre cher ami Hugo qui demande comment gérer le stress d'être confronté ou de penser l'être à ce type de matériaux. Je suis désolé, j'ai pas de ça a Ah, bien ça a coupé, j'ai coupé. pas compris la question. Oui. Pardon. Comment est-ce qu'on gère le stress d'être confronté ou quand on pense être confronté à ce type de matériaux? Qu'est-ce que c'est un peu Ouais. la façon de gérer, par exemple, ses collaborateurs, ses équipes ou même se gérer soi-même? Alors, en fait, c'est un peu la problématique de l'humain dans la réaction face à ce risque-là, elle peut être complexe. L'idée, c'est qu'il faut expliquer, il faut constater puis expliquer. Il faut devenir paranoïaque vis-à-vis de ça, mais il faut pas tomber dans la paranoïa maladive. Je m'explique. Il faut considérer que c'est un risque, mais c'est un risque qui est maîtrisable. Et donc la pédagogie, elle va être d'expliquer, en gros, ce que j'ai fait là un peu en termes d'intervention. Il faut dire que le risque existe, mais il faut aussi dire que le risque peut être géré, peut être circonscrit et peut être mis dans une zone qui sera faite de manière à ce que personne n'y soit exposé. Et donc la première chose à faire quand on a une suspicion d'amiante, c'est de poser des questions, c'est de dire, bah voilà, est-ce que on a un DTA, est-ce qu'on a des RAT qui existent pour le bâtiment? Si oui, ben à ce moment-là, on voit un peu ce qui se passe. Si on a une suspicion d'un objet qui contient de l'amiante, ben, c'est relativement simple. La première chose à faire, c'est de dire, bon, bah voilà, j'y touche pas, j'applique un protocole qui sera de me méfier des poussières et des poussières fines. Et donc, bah, en gros, on utilise un masque FFP3 ou un masque à cartouche, parce que le masque FFP3 en environnement amianté, avec une émission de fibres importante, il tient pas plus de 15 minutes. Donc, c'est le minimum. Ça veut dire que il faut adopter un certain nombre de règles qui sont que lorsqu'on est dans un environnement qui contient de l'amiante, on n'utilise pas ses propres vêtements, on met des équipements, on utilise des vêtements de travail qui ne seront pas gérés de la même manière. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir un comportement adulte et logique vis-à-vis d'un risque. Ça s'appelle un risque, c'est un danger. Et donc, la différence entre le danger et le risque, c'est l'exposition, c'est-à-dire que l'objet présente un danger, c'est sa nature. Mais si vous n'y êtes pas exposé, il y a peu de risques. Je sais pas si c'est assez clair. Et donc, Oui. tout l'enjeu, ça va être d'adopter les comportements pour soi-même et pour les autres qui font qu'on élimine le plus possible le risque et donc on élimine finalement l'exposition. Et donc, la formation et l'information, elles sont essentielles là-dedans. Alors, pour gérer d'éventuelles paniques, il faut soi-même être calme vis-à-vis de ça et se dire, bon, il y a un problème, on va le gérer et on va communiquer dessus. Et la communication, c'est pas de l'enfouir sous le tapis pour le cacher, c'est de dire non, non, voilà, le risque, il existe, mais on va faire ce qu'il faut pour que vous n'y soyez pas soumis. Voilà. Et moi, j'ai une question qui va un peu avec celle d'Hugo, qui est, est-ce que tu penses, étant donné qu'il y a eu quand même, je sais pas,
dans les années 2000, je pense, il y a eu vraiment une grosse problématique et une grosse campagne de désamiantage. En tout cas, en France, on en a beaucoup parlé. Est-ce que tu penses que ça a créé un peu une espèce d'effet panique et qu'on a plus peur de l'amiante que d'autres produits qui sont tout aussi dangereux et sur lesquels toi, tu as plus de mal à faire de la prévention, à faire de l'information et à aider les gens à prendre conscience que c'est pas parce qu'ils connaissent pas que c'est pas dangereux. Alors que j'ai presque l'impression que l'amiante, ça fait peur parce que tout le monde en a parlé entre 2000 et 2010 et puis qu'aujourd'hui, on en a quasiment plus autour de nous, mais quand même, on a toujours un peu cette peur résiduelle, en tout cas en France. Ou c'est juste une impression personnelle? Alors, d'un point de vue personnel, l'amiante, puisqu'en fait, elle a été interdite à partir de 1997, Mhm. ça veut dire que, en gros, là, on est sur bientôt 30 ans d'interdiction. La durée de vie des matériaux qui en ont, elle est limitée. On n'en a pas fini avec l'amiante, en fait. Et je pense Mhm. qu'on va continuer d'avoir des problèmes avec l'amiante, voire même de plus en plus. Parce que Ok. là, il va falloir gérer tous les déchets qui sont produits lors du Mhm. traitement de cette amiante. Donc, c'est, voilà. Effectivement, l'amiante, on connaît les dangers. Tout ce que j'ai exposé au début, c'est des choses qui sont connues, c'est des choses qui sont pas, qui sont déjà dans différentes, dans les têtes et dans les esprits. Il n'empêche que, si je pose la question, parmi ceux qui sont là, bon, vous êtes déjà sensibilisés, mais si on pose la question à quelqu'un, est-ce que dans le logement où il y a un VTA? Mhm. Je pense qu'il y en a pratiquement pas qui en ont. Et en fait, personne ne sait pourquoi il faut un DTA et à partir de quand il en faut un ou il en faut pas. Donc, en fait, je vais même aller plus loin. Le problème, c'est que quand vous prenez en main un poste, enfin, quand vous vous installez dans un poste, vous êtes censé savoir quel est le cadre légal dans lequel vous intervenez. Vous êtes censé savoir et connaître le code du travail qui régit votre fonction. Vous êtes censé savoir aussi le code de santé publique pour certaines choses. Vous êtes censé savoir tout ça. Sauf que on ne nous l'enseigne pas. Donc, si ce n'est pas vous qui le faites, on ne vous le dira pas. Et donc, vous devrez vous débrouiller avec ça. Voire même, vous allez faire comme ceux qui sont autour de vous et donc vous allez adopter les comportements qui soient bons ou mauvais ou moins bons de ceux qui sont dans votre environnement direct. Et après, pour répondre à ta question, en fait, les risques qui sont alors, dans nos métiers liés à la culture et donc liés aux matériaux, ils sont multiples, ils sont énormes parce que si on va, je vais prendre de manière assez simple, des collections pharmaceutiques, des collections chimiques, on va en connaître les différents dangers. Sauf qu'en fait, ces produits-là ont été utilisés pour faire autre chose. Je vais prendre un exemple tout bête, mais dans les peintures du 15e, 16e, on utilise des pigments qui sont à base d'arsenic, qui sont à base d'antimoine. Ça, la couche picturale, tant qu'elle est prisonnière, tout va bien. Mais lorsque la couche picturale s'effrite, et ça arrive, et donc il y a la gestion de poussière qui est liée à l'érosion naturelle des toiles, eh bien, Mhm. ça met des poussières en suspension qui contiennent de l'arsenic, de l'antimoine et d'autres petites joyeusetés dans le genre. Donc, en fait, tous les risques qui sont liés aux métaux lourds, qui sont liés aux produits chimiques, on ne les connaît pas soi-même, mais ils existent. Mhm. Et en fait, c'est ce qui rend le travail des préventeurs hyper important. Et la prévention personnelle et l'information personnelle, c'est ce qui le rend fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, essayez de connaître votre environnement pour essayer de courir le moins de risques possible. Ça me fait une super Oui. transition, donc je vais te dire maintenant. Voilà. Je te remercie Thierry pour ta réponse. On rappelle jamais assez que dans tout ce qu'on manipule, dans les collections du patrimoine, il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas et principalement bah, voilà, des choses qui peuvent être nocives pour notre organisme. Euh, et d'où le live d'aujourd'hui, parce que moi je trouve que c'est vachement intéressant et surtout très très important d'en parler enfin, voilà, pour notre santé à tous de manière générale. Et donc, transition oblige. Je voulais juste faire le lien avec le prochain live qui sera mis
janvier, le 12, il me semble, lundi 12, il me semble, et où on parlera justement des produits chimiques dans les métiers d'art et de la culture. Voilà, on aura aussi un expert qui va venir faire toute une intervention là-dessus et expliquer aussi en partie les produits de dégradation, par exemple, dans certaines collections, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur notre santé. Voilà. Parenthèse terminée, mais je voulais quand même juste en parler. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est 57. Je ne sais pas si tu as encore un petit mot, Thierry, quelque chose que tu voudrais qu'on retienne de ce live. Oui, deux ou trois choses. Un, n'ayez pas peur. Deux, posez des questions et essayez de savoir. Et trois, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Et quand vous êtes au boulot avec vos vêtements de travail du travail. Et quand vous êtes à la maison, avec vos vêtements de la maison. Pour pas polluer l'un et l'autre. Protégez-vous. Protégez-vous et protégez les autres, en fait. Super, bah, je te remercie. Donc, on retiendra que Merci les pour fibres ne l'invitation. sont pas toutes bonnes. Ah non. Voilà. Et puis, je te remercie mille fois pour cette intervention. C'est, Merci comme à tu vous. disais, c'était assez général, mais je trouve que ça met bien en contexte l'ensemble et puis que ça permet de mettre en perspective un peu les différents risques et puis aussi le fait que, enfin, voilà, c'est pas, on peut faire avec. On peut vraiment faire avec. Merci à Du coup, vous. je te remercie.